Alors, je me présente, je m'appelle Stéphanie Delnest et je suis la nouvelle chargée de mission pédagogique du pôle académique. Mais au-delà de cette fonction, je suis aussi enseignante de linguistique française, enfin maître assistante en linguistique française à l'université de Mons, où j'enseigne des cours de maîtrise de la langue aux futurs interprètes et traducteurs. J'ai au demeurant été pendant 12 ans assistante en linguistique française à l'Université catholique de Louvain et à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Et j'ai donc une bonne expérience d'enseignement qui, j'espère, pourra être mise à profit pendant cet atelier méthodologique que je vous propose aujourd'hui et qui concernera donc la préparation et la réalisation d'un examen écrit. La semaine prochaine, si vous le souhaitez, on se retrouvera même endroit, même heure pour un atelier similaire, mais qui concernera là plus spécifiquement les examens oraux. Sachez cependant qu'une grande partie des dias d'aujourd'hui seront encore projetés la semaine dernière, puisque finalement, examen écrit, examen oral, ce sont tous les deux des types d'examens et donc ils ont un certain nombre de points communs, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions via le chat pendant la présentation, si vous préférez faire cela par écrit. Si vous voulez intervenir oralement, c'est bienvenu aussi. N'hésitez jamais, je réponds absolument à tout. Voilà, merci. Madame, Oui. j'ai juste une petite question. Est-ce que vous prenez en compte le fait que ce soit en distanciel ou pas, quand vous parlez d'examen écrit? Oui, 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 bien sûr. Ah, ok, Alors, ok. je vais commencer par commencer même, ça va durer un certain temps sur une présentation plus globale sur les examens écrits de manière générale. Et je terminerai cet atelier par quelques dias consacrés aux spécificités de l'examen en distanciel. Mais, j'y reviendrai, mais dans une grande mesure, tout ce que je dis pour les examens écrits est valable tant pour le présentiel que pour le distanciel. Ça va ? Ok, parfait. Merci beaucoup. Parfait, n'hésitez pas, c'était une question bien intéressante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je commence? Non? J'y vais alors. Quelques précautions d'usage pour commencer, en guise d'avertissement, comme vous pouvez voir ici. Alors, ces dias vont vous proposer une méthodologie générale pour vous aider à vous préparer à la réalisation d'un examen écrit. Évidemment, je n'entends pas me substituer à ce que vous aurez dit votre institution de manière générale ou vos professeurs de manière tout à fait particulière. Ne remplacez pas ce que je vais vous dire ici, n'utilisez pas ce que je vais vous dire ici si vous avez eu des consignes évidemment totalement différentes, mais j'entends bien que ce n'est normalement pas tout à fait possible d'avoir des consignes totalement différentes. Je vous renvoie aussi aux différents SAR, donc services d'aide à la réussite que proposent et présentent vos différentes institutions d'enseignement, qui peuvent elles aussi vous proposer des formations collectives ainsi qu'un suivi individuel pour vous aider, vous aussi, dans la préparation de votre session d'examen. Voilà. Alors, dans la mesure du possible, ces dias vont tenter de proposer une méthodologie applicable aux cours théoriques de toutes les disciplines, toutes facultés confondues, toutes institutions d'enseignement supérieur confondues. Mais c'est vrai que dans un cadre plus précis, ces indications s'appliquent davantage aux études en sciences humaines. Et enfin, c'est sûr que avant de préparer et de réaliser un examen écrit, il va falloir tenir compte de la gestion du temps et de l'étude et de la mémorisation des cours. Et je vous renvoie donc à l'atelier méthodologique du 17 du 11 qui s'intitule « Planifier, gérer son temps, mémoriser », dont l'enregistrement vidéo sera diffusé sur le site du pôle académique prochainement.
Voilà. Alors, les objectifs de cette séance, de cet atelier, donc vous êtes censé maîtriser les spécificités de l'examen écrit, on étudiera ça bien en détail, maîtriser et mettre en pratique les principes propres au questionnaire des examens écrits, la reconnaissance des différents types de questionnaires d'examen écrit, la connaissance aussi d'un certain nombre de verbes propres aux questions d'examen et ce qu'ils impliquent comme type de réponse notamment. Bref, je ne sais pas ce qui se passe, ça avance tout seul. J'ai l'impression qu'il y a un timing qui a été mis automatiquement. C'est pas grave. Bref, en définitive et en conclusion, au terme de cet atelier, j'espère en tout cas que vous puissiez disposer d'une méthode vous permettant d'appréhender plus sereinement une session d'examen écrit. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais finalement aller du côté de vos représentations, puisque, sauf erreur de ma part, ce n'est pas la première fois que vous allez aborder une session d'examen, hein. Vous êtes des élèves confirmés, puisque vous avez toutes et tous terminé l'enseignement secondaire. Vous êtes désormais dans l'enseignement supérieur, hein, que vous soyez en haute école ou à l'université, voire en école artistique. Et vous êtes donc des élèves confirmés et des étudiants en devenir. Quel examen écrit avez déjà vous eu lors de votre parcours d'élève et est-ce que vous vous attendez aux mêmes examens ici en janvier, hein, puisque c'est la première session qui va vous attendre très vite, hein, on y sera vraiment très vite. Et à votre avis, quelles sont les spécificités d'un examen écrit dans l'enseignement supérieur? Alors, j'ai préparé un petit WooClap, hein, donc j'ai vraiment un problème avec mon PowerPoint. Donc, je vais vous le diffuser tout de suite, mais voici donc les questions auxquelles vous devrez répondre. Je vais aussi vous demander comment est-ce que vous appréhendez la session d'examen écrit de janvier. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez prête à aborder cette session d'examen écrit de janvier? Comment vous sentez-vous? Quelles émotions ressentez-vous? Quelles sensations aussi est-ce que vous ressentez? Puisque finalement, connaître et comprendre ces émotions, puis ensuite les accepter sans jugement, est important pour pouvoir les dépasser, les surmonter et devenir le plus serein possible. Alors, pour vous guider un petit peu dans ces sensations et ces émotions qui vous traversent, voici une proposition de carte des émotions, hein. Est-ce que vous êtes plutôt dans la tristesse à l'approche de ces examens? Est-ce que ça vous rend vraiment triste? Est-ce que vous êtes dans le dégoût? Est-ce que vous êtes à ce stade-ci dégoûté par vos études supérieures et du coup peut-être aussi par la session qui arrive? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez honte? Bon, c'est peut-être pas un sentiment, nécessairement important, pour appréhender les examens, mais il se peut que vous ayez honte de votre parcours jusqu'à présent et que vous n'abordiez donc pas cette session d'examen dans les meilleures conditions. Alors, je me permets de passer sur ce WooClap pour vous inviter justement à, répondre à ces différentes questions et à d'autres puisque l'on va dans la suite essayer d'affiner concrètement ces représentations, c'est-à-dire essayer d'évaluer ensemble avec aujourd'hui ce que vous avez en main, c'est-à-dire qu'est-ce que vous savez aujourd'hui réellement et objectivement de ce qui vous attend en janvier, donc pour la prochaine session d'examen. Alors voilà, première question, je vous l'avais annoncé, hein. Comment appréhendez-vous la session d'examen écrit de janvier? Vous sentez-vous prêt? Vous sentez-vous prête à aborder cette session d'examen écrit de janvier? Comment vous sentez-vous? Quelles sont les émotions
qui vous traversent, quelles sont les sensations qui vous traversent également. Je vous en prie et on va lire peut-être ensemble une ou l'autre réponse pour essayer de voir quelles sont les émotions, les ressentis en tout cas, principaux qui sont les vôtres aujourd'hui. De l'incertitude, j'espère qu'il y en aura moins au terme de cet atelier. Peur de ne pas supporter la période de blocus, qui est une longue période, effectivement, et ça, pour le coup, c'est sans doute la première fois que ça va vous arriver, hein, que ces vacances de Noël, finalement, vont porter absolument tous les noms, sauf celui de vacances, puisqu'il vous faudra étudier. Et bon, c'est vrai que de toute façon, cette année, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, moins participer aux festivités et aux réjouissances de fin d'année, hein, puisque la session peut commencer dès le 2 janvier, hein, bien entendu. Alors, je ne me sens pas prêt, j'appréhende avec un peu de peur ces examens. Bah, c'est normal, hein, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau suscite la peur. Donc, c'est bien normal d'avoir peur aujourd'hui et j'espère justement que cet atelier va vous permettre d'être un peu plus serein par rapport à tout ça. Vais-je y parvenir? Je ressens du stress, c'est normal. C'est la première fois, hein, en juin, vous ne serez plus dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui puisque vous aurez déjà vécu une première session. Sachez aussi, et ça c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes dias, mais que puisque vous êtes en première année, tous les examens que vous allez ici présenter en janvier peuvent être présentés 3 fois, hein. Vous avez 3 chances avec le décret paysage. Vous avez cette possibilité de présenter 3 fois les examens euh, que vous allez ici avoir en janvier. Stress dû à la montagne de travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de travail à l'université et en haute école que dans le secondaire. J'ai peur, j'aurais aimé avoir plus de temps pour me préparer. La charge du travail est énorme. Manque de temps, bon, on n'y est pas encore, hein, vous avez encore 1 mois de cours plus ou moins, donc vous avez encore un peu de temps pour vous préparer, puis encore ce blocus, pas prêt. Bon, j'ai quand même l'impression que vous êtes beaucoup du côté du stress, du côté de la peur, du côté de l'incertitude. Ce sont des sentiments légitimes, des émotions aussi légitimes, et j'espère donc effectivement qu'au terme de cet atelier, vous aurez quelques rassurances. C'est habituel quand on fait plusieurs années de supérieur de ne pas avoir de vacances. Bon, effectivement. En tout cas, celle de Noël. Les autres, si tout se passe bien, il y a moyen d'avoir des vacances, bien entendu, hein, et c'est bien normal. Alors, on va essayer maintenant, si vous le permettez, d'affiner plus concrètement justement vos représentations. Et donc, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire de vous poser la question, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je sais réellement et objectivement de ce qui m'attend à la session de janvier? Alors, on va voir les questions qui sont ici exposées, mais je vous les présente dans le WooClap pour que ce soit, pour avoir vos réactions en direct. Alors, voici la question. Vos professeurs vous ont-ils déjà fait part de leurs attentes, de leurs exigences concernant les examens de janvier? Alors, peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les cours, mais dans la majorité de vos cours, est-ce que vous êtes au courant des modalités d'évaluation? On voit que ça oscille quand même un petit peu entre oui et non. Je ne vois plus tellement que ça bouge. Vous êtes 16 à avoir participé, donc plus ou moins la moitié. Peut-être que tout le monde n'a pas su télécharger l'application WooClap. Bon, on est à égalité parfaite là entre le oui et le non. Donc bon, le oui évidemment me rassure un petit peu. Le non, mais ils ont dit qu'ils allaient le faire prochainement, hein, me rassure aussi, ce qui
m'inquiète sans trop m'inquiéter, hein, mais c'est ce nom, donc j'espère, mais j'en suis quasi certaine que en fait, ces modalités d'évaluation vont vous parvenir. Si ce n'a pas été donné dans les premiers cours, eh bien, lors des tout derniers cours, hein, quand la matière est vue, le professeur, va, vraisemblablement vous donner les indications quant aux modalités de cette évaluation. Ça augmente encore un peu, on est plutôt du côté du oui maintenant. Voilà. Alors, question suivante pour toujours affiner vos représentations. Alors, avec une notion propre à l'enseignement supérieur, la notion d'examen blanc, hein, donc ces tests d'entraînement, d'essais qui ont souvent lieu en novembre, lors des semaines SMART ou lors des semaines particulières. Est-ce que vous avez déjà pu réaliser ces examens dits blancs? Alors, on est à 22 participants, c'est bien, ça augmente. C'est bien, ça veut dire aussi que cette période d'enseignement à distance n'a pas empêché la réalisation de ces examens blancs. Ça me réjouit. Vous êtes donc 54%, même un peu plus, 56 maintenant, à avoir pu vous entraîner à la session d'examen de janvier à l'aide d'examens blancs. Donc, c'est vraiment satisfaisant. Non, mais c'est prévu prochainement, oui, on est encore en novembre, hein, donc c'est tout à fait possible que ça arrive seulement. Alors, par rapport à ces examens blancs, justement, est-ce que vous avez apprécié cette expérience? Bon, le pourquoi de l'appréciation ou de la non-appréciation, on le verra tout de suite lors de la question suivante. Ouais. La grande majorité d'entre vous a apprécié cette expérience puisque sur les 20 personnes qui ont participé, vous êtes 80% à avoir répondu oui. Maintenant, finalement, on va un peu compléter cette information. Pourquoi est-ce que vous avez apprécié ou pas, hein, finalement, cette expérience? Est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que ça vous a stressé? Plus stressé qu'autre chose? Peut-être que tu peux un peu préciser pourquoi? Les attentes sont plus claires, ça, du coup, j'en conclus que tu es sans doute un peu plus rassurée ou en tout cas que tu es plus sereine par rapport à ce qui t'attend. On peut comprendre ce que les profs attendent de nous. Ah, dans mon école, on ne le fait jamais, effectivement, c'est dommage. Pas assez de temps pour réaliser l'examen, donc effectivement, il faudra sans doute remédier un peu à ça. Un essai qui montre si on s'est bien préparé ou non pour voir la matière à revoir, permet de voir la matière à revoir, pardon. Effectivement, un bon entraînement. Ça rassure parce qu'on a une idée de ce que le prof attend de nous. Voilà, bon, j'ai l'impression quand même qu'on se balance un peu entre deux positions. Une position où on est quand même certes rassuré parce qu'on a une précision des attentes et des exigences de chacun des professeurs, et de l'autre, un stress parce que justement, on ne se sent pas suffisamment préparé et suffisamment à jour pour réaliser ces examens. Encore une fois, la suite de cet atelier devrait vous aider d'y voir plus clair. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, bien entendu. Avez-vous réussi ce ou ces examens blancs? Avec évidemment le corollaire immédiat, hein, que j'imagine bien, si on a raté, c'est cette remise en question. Et puis, si on a réussi, évidemment,
se sentir plus confortable et rassuré par rapport à l'exercice d'examination qui vous attend en janvier. Bon, visiblement, vous êtes davantage à avoir raté que réussi. C'est pas grave, hein, parce que justement, ces examens blancs sont là pour vous permettre de vous confronter à l'exercice, de vous tester et, le cas échéant, de remédier, bien entendu, à tout cela et de peaufiner votre étude, de modifier complètement votre façon d'étudier, de vous remettre en question, hein, donc bien entendu. Alors, question suivante, qui évidemment est beaucoup plus importante que la précédente. Est-ce que vous avez compris les raisons de votre réussite, les raisons de votre échec? Alors, pour l'instant, j'ai 16 oui pour un non. Ça me rassure, évidemment. L'étudiant ou l'étudiante qui a répondu non, évidemment, il faudrait essayer de parvenir à comprendre les raisons de cette réussite et de cet échec pour, dans le cas d'une réussite, justement parvenir à réussir de nouveau. Dans le cas d'un échec, bien évidemment, essayer de pallier cet échec et de réussir lors de la session de janvier. Alors, quelles sont justement les raisons de votre réussite ou de votre échec? Puisque pour la majorité d'entre vous, vous avez compris le pourquoi de votre réussite, de votre échec. Je n'ai pas travaillé assez, c'est très important d'en être conscient. Préparation encore. Manque d'études. Manque d'attention. Bon, ça c'est différent. Il va falloir évidemment essayer de remédier à cela. Pas assez travaillé, idées mal mises en place, mauvais déroulé du raisonnement. J'espère qu'au terme de cet atelier, ça ira mieux. Donc voilà, la majorité d'entre vous n'ont pas assez travaillé. Bon, ça c'est quelque chose qui peut encore être auquel vous pouvez remédier, hein, bien entendu. En cas d'échec, avez-vous pu consulter votre copie et ou rencontrer votre professeur? Alors, une majorité de oui, mais malgré tout, pas mal de non. 5 non quand même. J'espère que cette consultation de copie ou cette rencontre avec votre professeur est prévue. Sinon, sachez que vous êtes tout à fait en droit de demander à avoir cette copie. Sinon, c'est évidemment très difficile de pouvoir résoudre vos problèmes. Ça, j'ai peut-être passé. Ou après la consultation des copies, est-ce que vous avez désormais compris les raisons de votre échec? Comme la majorité d'entre vous avait compris tantôt les raisons de sa réussite ou de son échec, je ne vais peut-être pas insister sur cette question, mais plutôt sur la suivante. Est-ce que votre professeur vous a proposé des pistes de remédiation pour vous aider justement à dépasser cet échec? Alors évidemment, la question subsidiaire, puisque je vois quand même qu'il y a pas mal de non, c'est est-ce que vous avez demandé à votre professeur des pistes de remédiation? Si vous êtes en tout cas en attente de pistes de remédiation et que votre professeur ne vous en a pas proposé, n'hésitez pas à aller le rencontrer, à lui faire part de votre demande et j'ai vraiment l'espoir qu'il puisse répondre à votre attente. Et enfin, dernière question, est-ce que, dans le cas d'un échec, est-ce que vous avez pu vous procurer la copie d'un étudiant qui a brillamment, si possible, réussi
qui en tout cas a réussi pour essayer de bien comprendre les réponses qui étaient effectivement attendues par votre professeur. Bon, je vois que là, c'est une énorme majorité de non. N'hésitez pas à le faire, bien entendu. Ça peut être, bien entendu, une bonne solution pour vous aider à vous améliorer. C'est de savoir, tiens, quelle réponse était effectivement attendue, quelle réponse obtient une bonne note de la part du professeur. Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire prochainement pour essayer d'affiner concrètement vos représentations. Voilà, j'en ai fini avec ce bookclap et je vous remercie de votre participation. On retourne sur le PowerPoint que je vous remets. Le voici. Et je vous propose maintenant d'aller voir plus précisément du côté de ces examens et avec un parcours en 3 étapes, hein, pas de surprise. On sera d'abord avant l'examen, puis pendant l'examen, c'est-à-dire le jour J, le jour où vous passez votre examen écrit, et enfin après l'examen. Je commence donc par cette période qui précède la session d'examen, qui est donc le blocus, mais également bien avant, puisque nous allons remonter jusque dans le premier quadrimestre, puisque la prochaine session qui nous attend, c'est celle de janvier, et c'est donc celle-là que je ciblerai en particulier. Alors, le mot-clé, évidemment, et c'est pour ça que je l'ai repris en titre de toutes les dias qui vont arriver, c'est l'anticipation. Il faudrait en tout cas que vous anticipiez au mieux la session d'examen et un examen en particulier. Et ça commence dès le premier quadrimestre. Il faut que vous assistiez à tous les cours, à tous les TP, éventuellement si vous en ressentez le besoin et si c'est possible dans l'institution dans laquelle vous êtes, que vous assistiez aussi au monitorat, au tutorat. N'oubliez pas non plus d'effectuer les tests obligatoires, les examens partiels, les travaux obligatoires qui comptent sans doute pour une partie de la note globale de l'examen et qui souvent aussi sont des conditions nécessaires à votre inscription à l'examen de janvier. Si vous avez donc manqué des tests, des examens partiels dans le quadrimestre, vous risquez de ne pas pouvoir présenter l'examen et d'être ajourné directement. Soyez donc vigilants par rapport à tout ça. Ayez aussi en tête les échéances et planifiez correctement votre temps pour les respecter. S'il y a des tests toutes les semaines, s'il y a des tests ponctuellement dans le quadrimestre, sachez quand ils ont lieu, surtout si vous en avez dans plusieurs cours, pour que justement vous ne soyez pas pris de cours à la veille de ce test et que vous ne vous sentiez pas suffisamment prêt. N'hésitez pas, par exemple, à utiliser des calendriers annuels où vous répartiriez les différentes échéances et où vous pouvez, de la même façon, planifier la préparation à ces échéances. Ici, vous avez un calendrier annuel assez classique, je vais dire. Et ici, bon, il concerne l'année 2018-2019, mais ce n'est pas très grave. Un examen annuel, mais par jour, d'accord? Bon, moi, personnellement, ce n'est pas ce genre d'examen, de calendrier, qui me convient bien, mais il se peut que vous ayez un fonctionnement plus avec ce type de calendrier, donc je vous les proposais aussi. Voilà. Alors, inscrivez-vous aux examens en temps utile. Souvent, ça se fait par voie électronique, a fortiori cette année. Ne loupez pas cette date d'inscription. Il est des institutions qui refusent les inscriptions tardives et qui, par là même, vous obligent à passer en deuxième session directement.
Soyez au clair sur les conditions d'examen pour chacun de vos cours, hein. Lisez les modalités d'évaluation fournies par les professeurs, que ce soit en tout début de cours ou en fin de parcours. Soyez au courant du temps que vous avez à disposition. Est-ce que c'est un examen d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures qui vous attend lors de la session de janvier? Soyez aussi au courant du matériel autorisé. Si vous avez un examen de maîtrise de la langue, est-ce que vous pouvez disposer d'un dictionnaire, d'un Becherel, d'une grammaire, que sais-je d'autre, hein, d'accord? Donc, soyez bien au courant de tout cela pour le jour J, ne pas arriver sans le matériel qui pourrait vous aider à mieux réussir cet examen, bien entendu. Alors, tout aussi important, ayez des notes de cours complètes. Il se peut que vous ayez manqué des cours, ça arrive, c'est possible. Bien, remettez-vous en ordre, bien entendu. Ayez à votre disposition tous les supports de cours, qu'il s'agisse des PowerPoint, des slides, des syllabus, des feuillets d'exercices, des lectures complémentaires fournies par l'enseignant, des supports audio, vidéo qu'il aurait pu apporter supplémentairement au fil des cours. Ayez tout cela, compilez tout ça sur votre ordinateur si c'est en format numérique, et si c'est en format papier, bien classez bien tout cela pour avoir tout à disposition et ne pas commencer votre blocus en devant seulement chercher toutes ces informations. Alors, consultez régulièrement les plateformes virtuelles de cours de vos institutions, hein, qu'il s'agisse de Moodle, de l'université virtuelle ou que sais-je d'autre, et de votre boîte mail institutionnelle, puisque c'est via ce canal que vous seront transmises les informations officielles. D'accord, donc voilà, consultez cela très régulièrement. Ayez compris chaque point de la matière, ayez éventuellement mené des recherches complémentaires pour affiner la compréhension d'un sujet, si c'est nécessaire, bien entendu, si c'est aussi recommandé par votre professeur. Et enfin, posez les questions en temps utile aux personnes susceptibles de vous aider valablement, d'accord? Alors c'est bien de poser ça, aux copains, aux copines, mais c'est peut-être mieux, surtout pour des points spécifiques et parfois un peu plus, précis, de, poser ça à votre professeur, aux assistants, aux moniteurs, aux tuteurs. Voilà. Alors, cette anticipation de votre session d'examen, elle, continue et elle se poursuit pendant le, blocus. D'accord? Donc pour la session de janvier, ce sont ces 2 semaines des désormais ex-vacances de, Noël. Alors pendant ce blocus, vous allez devoir étudier, vous allez devoir, et d'où le nom de blocus, bloquer, la matière de vos différents cours. Le mot-clé, bien entendu, c'est la discipline, puisque c'est la dernière ligne droite avant la session d'examen. Alors, mettez évidemment toutes les chances de votre côté en étudiant dans un environnement propice au travail efficace. Si vous n'avez pas ce cadre de travail propice chez vous, eh bien, rendez-vous en bibliothèque, allez dans les lieux d'études de vos institutions, dans les salles d'études mises à disposition par le CPAS, dans les salles d'études des différentes, que vos communes pourraient mettre à disposition. Bref, si vous n'avez pas ce qu'il faut chez vous, vous avez la possibilité d'avoir des lieux gratuits, hein, où vous pouvez vous rendre valablement. Il y a donc d'abord ces lieux mis à disposition par le CPAS. Alors, je vous ai mis ici la fiche. Vous avez l'adresse internet qui vous permet d'avoir
toutes les indications, les lieux précis. Donc, il y a Neder-Overembeek, il y a Bruxelles Centre, etc. Il y a quantité d'endroits où vous pouvez aller étudier. Comme vous le voyez, il y a Internet qui est mis gratuitement à votre disposition et il y a aussi des ordinateurs qui sont mis à votre disposition. Il y a aussi ce que l'on appelle les PAPI, donc les points d'accès public à Internet. Ça, c'est surtout si vous n'avez pas d'accès Internet chez vous. Et puis, vous avez les EPN, c'est-à-dire les espaces publics numériques. Il y en a dans toute la Wallonie, mais il y en a beaucoup aussi à Bruxelles en particulier. Et donc là, non seulement vous allez avoir une salle, bien sûr, mais vous allez aussi pouvoir avoir accès à Internet gratuitement, toujours intéressant, surtout si c'est difficile chez vous d'avoir tout cela efficacement et avec une bonne connexion. Alors, j'ai le chat qui a disparu, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir plutôt oralement. De nouveau, je n'arrive pas à faire réapparaître ce chat. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Ah, le voici. Alors, pour le blocus aussi, essayez de planifier votre horaire de travail quotidien en amont et vous obligez à le respecter, c'est-à-dire ne vous dites pas chaque matin, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ayez préparé ça bien avant le blocus, bien entendu, et essayez d'être réaliste, c'est-à-dire de ne pas vous faire des journées interminables. Il y a une règle qui dit qu'au-delà de 8-10 heures d'études par jour, il n'y a plus rien qui rentre, bien entendu. Par contre, n'allez pas en dessous de 8 heures d'études par jour non plus pendant le blocus. C'est tout à fait indispensable d'avoir ces 10 heures. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec seulement 4-5 heures d'études par jour. Alors, ne vous mettez pas trop de matière à étudier par jour en fonction du temps que vous avez décidé d'attribuer à cette journée. D'accord? Donc, ne vous mettez pas pour 6 heures de travail. En 4 heures de travail, vous allez être véritablement déçu, peut-être même dégoûté et vous allez baisser les bras en tout cas. Donc, soyez vraiment réaliste par rapport à ça. Et puis, si vous avez besoin de varier un petit peu les plaisirs, si je puis ainsi m'exprimer, eh bien, procédez peut-être par demi-journée. Étudiez un cours, une demi-journée, le matin, et puis l'après-midi, passez à un autre cours. Le tout, c'est finalement d'avoir tout étudié. Et ça, vous êtes les personnes les mieux averties pour savoir ce qui vous convient, bien entendu. Alors, si besoin, prévoyez l'une ou l'autre demi-journée pour de l'étude en groupe et ou un partage de questions sur un point de matière plus problématique, si vous en avez la possibilité, bien entendu, et si vous connaissez des personnes qui seraient d'accord de partager avec vous ce moment, bien entendu. Reconnectez-vous à votre tâche avec assiduité. Alors, j'ai mis un peu ça entre guillemets, reconnectez-vous, c'est-à-dire que si vous avez, j'ai envie de dire, votre esprit qui divague, eh bien, dites-vous non, à chaque fois, il faut que vous reveniez en pleine conscience à cette tâche qui est la vôtre au moment du blocus, c'est-à-dire celle d'étudier. Prenez donc conscience de votre rôle d'étudiant et mettez toutes les chances de votre côté en évitant toutes les distractions, c'est-à-dire déconnectez-vous de Facebook, déconnectez-vous de Messenger, déconnectez-vous de WhatsApp, d'Instagram, etc. Bref, déconnectez-vous des réseaux sociaux et déconnectez, j'ai envie de dire, supprimez peut-être toutes les notifications sur votre GSM. Vous le savez, on pense qu'on ne fait que regarder et puis finalement sur Facebook ou ailleurs, on passe beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait. Là-dessus, on perd vite 1 heure. Alors, je vois une question, est-ce que faire des synthèses, c'est aussi la même durée qu'étudier ?
Alors, c'est Warda qui pose ça. Alors, j'ai envie de te dire, Warda, que les synthèses, elles doivent, en tout cas, il vaut mieux et c'est préférable qu'elles soient prêtes avant le blocus pour que le blocus soit le seul moment où tu étudies véritablement. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Parfait. Alors voici une proposition, ça aurait dû apparaître avant, mais c'est pas très grave. Une proposition de planning journalier pour un blocus, donc à compléter donc, enfin là c'est une semaine, mais à remplir au jour le jour, pardon, à compléter donc avant le blocus. Donc mettez ce que vous allez faire chaque jour pendant le blocus. Alors, pendant ce blocus, mais déjà pendant le quadrimestre, hein, ayez une hygiène de vie la plus saine possible, hein, c'est-à-dire de bien manger, de bien dormir, pour essayer d'être le plus en forme possible, d'avoir en tout cas un corps le plus en forme possible. N'oubliez pas, bien entendu, et j'insiste, et si vous avez peur, obligez-vous à vous octroyer des moments de détente et essayez de vous oxygéner au propre comme au figuré, bien entendu. Une bonne balade à l'air frais, ça vous fera le plus grand bien et ça vous oxygénera les neurones, bien entendu. Alors, ces moments de détente, prenez-les à des moments où vous êtes le moins optimal, hein, bien sûr, selon votre rythme d'études personnelles. Alors, pour certains, ce sera le soir, pour certains, ce sera juste après le dîner. Généralement, on dit que le matin est la période la plus optimale pour étudier, la plus rentable, hein, d'accord? Et une fois que vous êtes dans un moment de détente, soyez-y dans ce moment de détente à 100%. C'est-à-dire, ne pensez pas à vos cours, ne pensez pas à ce que vous avez déjà fait, à ce que vous allez devoir encore faire. Soyez à 100% dans ce moment de détente, sans culpabilité, bien entendu. Alors, j'oubliais aussi de vous dire, avec cette hygiène de vie, bien manger, bien dormir, essayez aussi de ne pas abuser des substances énergisantes ou des milliers de compléments alimentaires qui vont peut-être vous aider, mais en tout cas ne vont pas remplacer une bonne étude et une bonne hygiène de vie. D'accord ? Enfin, prenez soin de votre mental autant que de votre corps, hein, surtout si vous avez un stress qui vous paralyse. D'accord ? Il faut vraiment essayer de vous détendre, c'est le plus important pendant le blocus. Être serein, ça permet d'aborder avec sérénité la session d'examen aussi. Alors, pour ce faire, je vous propose quelques postures relaxantes de yoga et quelques exercices de respiration pour retrouver votre calme et améliorer votre bien-être. C'est donc une instructrice de yoga de Bruxelles que j'ai contactée et qui a réalisé les 2 petites vidéos que je vous propose tout de suite. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Barbara Radom, Yoga Bien-être, et je suis là pour vous donner des trucs et astuces, des aides, si jamais vous avez la nécessité de rencontrer un petit stress, un petit challenge, voire plus grand. Donc, pour se relaxer, pour réussir à être calme dans son esprit et dans son corps, la respiration est un atout très important. Donc, je vais vous montrer plusieurs exercices. Je vais vous en montrer au total 8. Et il y aura certains exercices qui vont vous donner des outils pour travailler votre respiration et donc amener du calme en vous, tandis que d'autres types d'exercices, eux, seront davantage par rapport à des positions qui vont vous aider également à développer ce calme, à éventuellement retrouver du calme. Alors, suivez-moi, vous allez dans la première position venir vous mettre en position couchée. Donc, vous allez dans cette position couchée, simplement venir vous installer très confortablement. Et je vais vous inviter à simplement fermer les yeux, relâcher votre corps
et ramenez totalement votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. Vous allez donc imaginer cette colonne d'air qui entre dans votre nez, qui traverse votre corps, jusque dans le bas du ventre, et puis sur l'expire, de la même façon, votre expire traverse votre ventre, vos poumons, vos narines, et puis s'échappe. Donc vous allez suivre ce mouvement de va-et-vient pendant quelques instants. Si votre esprit part ailleurs, ce n'est pas grave, vous le ramenez simplement sur votre respiration. Vous pouvez donc effectuer cet exercice pendant autant de temps que vous voulez. Ensuite, le deuxième exercice, c'est un exercice en position assise. Alors pour l'instant, les exercices que je vous montre, ce premier et les 3 suivants, sont des exercices que je vous invite plutôt à faire la période qui précède le stress, le challenge, le jour de votre défi. Imaginons que vous deviez accomplir quelque chose, un exercice, une compétition, un entretien d'embauche, une rencontre, peu importe ce que c'est. Pendant la période qui précède, vous allez pouvoir réaliser ces exercices et le jour J, je vais vous montrer également d'autres exercices pour ce jour-là. Donc ce premier exercice, c'est pour la période qui précède. Le deuxième exercice, donc vous allez simplement vous mettre en position assise, bien libérer vos fesses pour être assis au maximum sur le haut des cuisses et libérer le torse, puisque bien sûr, pour respirer profondément, il faut avoir de l'espace. Donc si vous êtes assis, vous allez avoir du mal à respirer profondément. Donc on relève le torse, on recule les épaules et on donne de l'espace tant au ventre qu'à la cage thoracique. Donc dans ce deuxième exercice, vous allez effectivement vous concentrer de nouveau sur votre respiration. Mais cette fois-ci, vous allez compter simultanément. Donc sur l'inspire, vous allez compter. Et sur l'expire, vous repartirez de 0 et vous allez compter également. Donc, vous allez compter plus ou moins comme des secondes, peu importe la durée, mais vous allez simplement essayer d'observer à quel point, au fur et à mesure de l'exercice, le nombre que vous atteignez sur l'inspire d'une part et d'autre part sur l'expire devient plus grand. Ce qui montre donc que votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. Puisque, élément important, le fait n'est pas d'inspirer plus d'air pour tenir le plus longtemps possible, et puis d'expirer le plus d'air pour tenir le plus longtemps possible. Pas du tout. Le but, au contraire, est de garder la même quantité d'air qu'en temps normal, mais d'essayer de rendre cet air comme rentrant plus lentement dans vos narines, moins d'air simultanément. Donc je vous invite à essayer l'exercice. Vous pouvez prendre la position, fermer les yeux et commencer à inspirer très profondément dans la poitrine et le ventre ensuite, et puis à l'inverse, expirer le ventre, la poitrine, et donc compter à chaque fois simultanément. Et vous pouvez relâcher très lentement. Alors à nouveau, à vous de faire la durée que vous souhaitez, bien sûr. Ici, c'est juste pour vous présenter différents exercices. Vous pouvez bien sûr faire ça autant de temps que vous voulez. Alors juste pour vous donner une petite idée, je ne sais pas à quel chiffre vous êtes arrivé, mais moi, ma respiration, grâce au fait de lui donner de l'espace, j'ai pu à un moment donné atteindre le chiffre 9. Sur l'inspire, 9, et sur l'expire, également le chiffre 9. En général, les deux concordent plutôt. Voilà, donc ça sont les deux premiers exercices au niveau de la respiration. Et à présent, toujours pour la période qui précède, je vais vous montrer deux positions qui sont également très positives pour votre bien-être. Et pour ce faire, je vais me mettre debout. Alors, vous allez pouvoir vous mettre simplement les pieds joints. Vous allez inspirer très profondément, lever les bras,
Et sur l'expire, vous allez contracter les abdos, pousser le bassin vers l'avant et très lentement en contrôle, venir descendre le torse en mettant le poids sur les orteils et venir essayer de ramener au maximum votre torse en direction de vos jambes. Quand vous êtes à votre maximum, vous relâchez les mains en direction du sol. Et vous relâchez totalement, vous poussez les fesses vers le ciel et vous ramenez le poids sur les orteils. Vous inspirez profondément et ça m'amène directement à la deuxième position. Sur l'expiration, cette fois-ci, vous n'allez plus du tout essayer de garder votre torse le plus plat possible, mais vous allez simplement vous laisser pendre vers l'avant. Donc vous voyez ici la différence. Je suis simplement en train de me laisser pendre. Je vais pouvoir me mettre de profil également pour que vous voyez la différence. Ceci, c'est le premier, tandis que ceci, c'est le deuxième. Et vous vous laissez pendre au maximum. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher votre visage et vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, très lentement, vous allez commencer à dérouler votre colonne vertébrale du bas vers le haut, le plus lentement possible, pour essayer de bien étirer l'intégralité du dos, des épaules, de la nuque. Vous continuez ce mouvement d'ascension tout le long. Vous voyez que je laisse bien pendre ma nuque. Et puis je déroule bien les épaules vers le bas, vers l'arrière et je relève totalement la nuque. Je contracte toujours bien les abdos et je suis à présent en position debout. Alors donc je viens de vous montrer 4 exercices pour cette période qui précède. Voilà, j'espère que ces quelques exercices vous auront permis d'y voir plus clair. Alors, Marjorie demande, est-ce que vous conseillez d'étudier par matière ou de varier le plus souvent possible durant le blocus? Alors, comme j'ai pu le dire, ça dépend vraiment de vous. Vous avez besoin de variations. Varier presque quotidiennement ce que vous étudiez, que ce soit même par demi-journée, hein, parfois, faites quelque chose au matin, quelque chose d'autre l'après-midi. Si par contre, vous préférez, enfin, vous savez maintenir votre attention longuement sur un même sujet, eh bien, étudiez toute une matière d'un coup. Personnellement, moi, je préfère étudier par matière, mais ça ne veut pas dire que c'est la façon dont il faut absolument procéder. Alors, je termine avec cette phase d'anticipation de la session d'examen, hein, qui s'achève donc la veille de l'examen. Eh bien, la veille de l'examen, révisez d'abord globalement votre matière, surtout si le temps vous manque, parce que effectivement, c'est la vue d'ensemble qui est la plus importante, hein. Donc, c'est cette vision globale de votre matière qui est la plus importante, qui va vous permettre de faire les liens entre tout, et votre mémoire sera là pour se rappeler les points de détail le lendemain si vous n'avez que très peu de temps pour réviser. Si par contre vous avez plus de temps, eh bien révisez ensuite les points de détail, les parties qui vous sont les plus problématiques, bref, affinez votre révision bien entendu. Alors, réviser, c'est bien, mais ne relisez pas sans cesse jusqu'à la dernière minute. À un moment, de toute façon, il faut s'arrêter. Donc, ne surrévisez pas non plus. À un moment, ça ne sert plus à rien, hein, bien entendu. Et enfin, accordez-vous ne fût-ce qu'un bref moment de détente. Lisez quelque chose, regardez un film, allez faire un tour, faites un peu de yoga si c'est votre envie. Et puis, prenez une bonne nuit de sommeil, hein. Ne faites surtout pas de nuit blanche puisque la matière se fixe définitivement pendant la nuit et si vous faites une nuit blanche, vous n'aurez pas ce moment bénéfique, bien entendu. Alors, puisque la période avant examen s'achève, on arrive au jour J, c'est-à-dire le jour
où vous allez passer vos examens. Et le mot d'ordre, bien entendu, c'est de vous calmer, de vous détendre. Et dans la même veine que je viens de vous montrer 2 petites vidéos sur des postures et des exercices de respiration qui peuvent vous aider lorsque vous êtes chez vous pendant le blocus, je vous propose maintenant une très brève vidéo avec plusieurs exercices de respiration que vous allez pouvoir faire même devant la porte d'examen, quelque chose de plus discret qui va permettre vraiment de faire redescendre le stress, de faire redescendre la pression et d'entrer en toute sérénité dans cette salle d'examen, dans cet auditoire où vous allez devoir passer votre examen écrit. La voici, cette vidéo. Puis, à un moment donné, on arrive au jour J, le jour où vous avez ce fameux élément qui vous perturbe un petit peu. Je vous montre pour ce faire encore d'autres exercices. Alors souvent, quand on est le jour J, au moment même du défi, on n'a pas forcément l'occasion de se mettre en position couchée, bien confortable chez soi. On n'a pas forcément l'occasion de commencer à se mettre dans des positions particulières parce que peut-être qu'on est entouré de gens, peut-être qu'on est dans un lieu public, peut-être qu'on doit déjà faire bonne figure. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer aussi des positions pour ce jour J pratiques qui peuvent avoir l'air davantage discrètes. Le premier exercice sur la respiration, ça va être le même que le tout premier qu'on a réalisé, sauf qu'on va le faire debout. Vous allez donc prendre cette position debout, neutre, et de même, si vous pouvez, vous allez fermer les yeux, de même, vous allez ramener votre attention sur l'inspire, et puis ramener votre attention sur l'expire. De même, de nouveau, vous allez constamment ramener votre esprit sur la respiration et sur rien d'autre. Comme vous vous en doutez, votre esprit va avoir fortement tendance à vouloir penser à justement ce qui vous stresse. Va avoir tendance à vous ramener constamment à cet élément. C'est pas grave, à chaque fois, avec douceur, vous ramenez votre esprit sur cette respiration. Allons-y. Voilà, de nouveau, autant de temps que vous voulez. Le deuxième exercice de respiration, le jour J, vous pouvez le faire soit debout, soit assis. C'est à vous de voir. Si vous avez l'occasion de le faire assis, vous pouvez. Moi, je vais vous le montrer en position debout. C'est un exercice de respiration pour essayer de stimuler la respiration abdominale. Une respiration qui est connectée aux émotions et qui permet donc de se calmer et de relâcher ses émotions. Donc pareillement, vous allez fermer les yeux si vous le pouvez, vous tenir bien droit. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main sur le ventre, mais ce n'est pas obligatoire. C'est si éventuellement vous avez du mal à sentir ce que ça veut dire respirer avec son ventre. Donc sur l'inspire, vous allez respirer avec le nez et vous allez essayer de gonfler votre ventre au maximum. Sur l'expire, vous allez expirer cette fois-ci avec la bouche et vous allez essayer de dégonfler votre ventre au maximum. Je vous montre. De nouveau, je vais me mettre de profil si vous voulez mieux voir. Donc vous voyez, vous allez sentir tout de suite les effets. Cet inspire par le nez, on gonfle, et on expire, on dégonfle. À présent, je vais encore vous montrer 2 positions pour le jour J. La première position, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la position de la montagne. Comme le nom le dit bien, c'est une position de force, de stabilité, de tranquillité. Vous êtes ancré. Rien ne peut vous atteindre. Vous vous tenez simplement très droit. Vous voyez, je déroule mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Je grandis comme si j'avais un fil qui me tire vers le haut. Et je vais me mettre de profil de nouveau pour vous montrer. Je rentre le ventre et je bascule le bassin vers l'avant. Donc on ne se tient pas de la sorte. Donc bien dérouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. On bascule le bassin, on rentre le menton et on se grandit. De nouveau, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux.
vous ancrez bien avec force vos pieds dans le sol. Vos pieds sont très forts sur le sol. Ça, c'est la première position. Et puis la deuxième et dernière position de notre séquence pour cette séquence relaxation, bien-être et gestion des émotions. Vous allez de nouveau prendre cette position de la montagne, mais cette fois-ci, vous allez prendre une grande inspiration et venir lever les bras. Sur l'expiration, vous allez descendre les bras en relâchant totalement les épaules. Je vous montre également. On inspire très profondément. Quand vous arrivez au maximum, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever les épaules. On garde les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et on expire. Je vais encore le faire une fois. On inspire. Et on expire. Voilà, donc ceci nous amène à la fin de notre séquence. Donc comme je vous le disais, c'est pas grave d'avoir des moments, des challenges, des petits stress, des émotions. L'important c'est que vous soyez capable de vous aider et de prendre soin de vous à ce moment. Donc je vous invite à pratiquer ces exercices encore et toujours au quotidien dès que vous en avez besoin, que ce soit pour 10 secondes, 1 minute, 5 minutes. À bientôt. Voilà, vous l'aurez compris, l'idée, c'est évidemment de parvenir à vous recentrer sur vous-même et à vous apaiser par la même occasion pour pouvoir être le plus serein possible face à ces examens que vous avez sous les yeux à ce moment-là ou juste avant, lorsque vous êtes devant la porte de l'auditoire où se déroule l'examen. Voilà, respirez et n'hésitez jamais à prendre ce temps lorsque vous êtes devant votre questionnaire et que vous êtes en panique généralisée. Ça m'est arrivé souvent de donner ce conseil à des étudiants que je voyais complètement en panique et je peux vous garantir que ça a fonctionné et qu'ils ont réussi non seulement à se reconcentrer, mais aussi à redevenir efficaces dans leurs réponses aux différentes questions d'examen qu'ils avaient sous les yeux. Voilà. Alors j'avais ici une petite vidéo récapitulative sur ce qu'on venait de dire, mais je vais la passer rapidement puisque nous sommes le jour J, donc le jour de l'examen, et finalement le gros du dossier, hein, ce jour-là, ce sont les différents questionnaires qui s'offrent à vous et que vos professeurs ont concocté pour vous. Alors, je commence en vous présentant les différents types d'examens écrits. Je pense avoir été relativement exhaustive, mais voilà, il y a toujours des idées nouvelles qui apparaissent. Alors, le premier type d'examen que je vous propose, on détaillera bien évidemment ensuite tout cela ensemble. Ce sont les questions à multiples variantes, hein, qu'il s'agisse de QCM, donc questions à choix multiples, de QRM, questions à réponse multiple, ou de vrai ou faux. On a ensuite les questions ouvertes, hein, c'est-à-dire, on y reviendra, mais les questions qui nécessitent une réponse personnelle de votre part. Donc, rien ne vous est proposé. Vous devez produire l'entièreté de la réponse à cette question. On a d'abord les questions ouvertes théoriques sur des points de théorie, qu'elles soient brèves ou qu'elles soient longues. Et puis, on a les questions ouvertes de type exercice, c'est-à-dire des questions où on vous demande de mettre en application une théorie ou de réaliser un exercice, surtout si vous êtes dans des cursus plus techniques, scientifiques ou en architecture, par exemple, ou que sais-je d'autre. D'accord ? Et enfin, on a les genres discursifs spécifiques à une discipline en particulier, hein, qu'il s'agisse d'un travail de recherche, d'un portfolio, d'un rapport de stage, d'une dissertation. Pour le rapport de stage, je vous renvoie d'ailleurs à l'atelier en ligne du 25/11 qui s'intitule « Préparer son rapport de stage ». On a aussi les travaux de groupe, etc. Bref, un tas de genres que je n'aborderai pas ici
ici, mais et qui sont beaucoup plus spécifiques et dont les consignes vous sont généralement directement fournies par vos professeurs. La plupart d'ailleurs de ces genres discursifs spécifiques se réalisent en hors session, sauf peut-être la dissertation, mais sinon pour le reste, ce sont généralement des examens qui se passent en hors session. Alors, je vous propose de rentrer véritablement dans ces questionnaires, dans ces examens, avec une remarque préalable indispensable, nécessaire et capitale, c'est de lire les consignes générales. Ce sont donc ces consignes qui se situent en haut de questionnaire et qui vous donnent les instructions générales pour l'ensemble de la copie et pas la consigne spécifique à chaque question en particulier. Ici, vous voyez par exemple un examen d'architecture, j'ai bien sûr anonymisé le nom de l'enseignant, mais on vous donne des consignes générales pour tout l'examen. Inscrivez votre nom sur toutes les feuilles. Vous imaginez bien que si c'est noté en gras, c'est que c'est capital pour le professeur qui va sans doute détacher ses feuilles parce qu'il va d'abord corriger toutes les pages 1, puis toutes les pages 2 ou que sais-je d'autre, ou qui va fournir une partie des questions à ses assistants pour qu'ils puissent les corriger à sa place. Bref, respectez ces consignes. Si le prof ne sait pas à qui appartient une feuille de questionnaire. Alors, si l'auditoire n'est pas trop grand, c'est sûr qu'il risque de se demander à qui appartient cette feuille. Si l'auditoire contient 400, 500, 600 étudiants, inutile de dire qu'il ne cherchera pas, ou en tout cas beaucoup moins probablement. Alors, on voit réponse sur le questionnaire aux emplacements prédéfinis. Ça signifie qu'il ne faut pas aller au-delà des cadres qui vous sont donnés. Les feuilles de brouillon sont fournies à la demande, etc., etc. Bref, lisez ces consignes générales. En voici d'autres qui doivent être respectées pour espérer avoir l'entièreté des points. D'accord ? Si vous ne respectez pas ces consignes, il se peut que votre professeur décide de vous sanctionner. C'est bête, bien entendu, de perdre des points déjà à ce moment-là. Alors, on en revient plus précisément sur le premier type de questionnaire, QCM, QRM et vrai ou faux. Alors, ces trois types de questionnaires sont bien entendu différents. Le QCM, il s'agit donc questions à choix multiples. On vous donne un questionnaire avec des questions et pour chacune de ces questions, il y a différentes propositions de réponses qui sont suggérées. À vous de choisir la bonne réponse. Et il n'y en a qu'une seule. C'est ce qui va bien entendu distinguer le QCM du QRM, questions à réponse multiple. Donc là, vous avez un questionnaire avec différentes questions et pour chacune de ces questions, vous sont proposées différentes réponses et dans ce cas-ci, il y a une ou plusieurs réponses qui sont correctes. Le vrai ou faux, qui, comme son nom l'indique, vous demande de valider la proposition qui vous est faite ou, au contraire, de dire qu'elle est erronée. D'accord ? Alors, pour ces questionnaires, et c'est souvent, bien entendu, là... ah oui, j'oublie d'abord que pour les QCM, et pour les QRM, il se peut qu'on vous demande de reporter vos réponses dans une grille de lecture optique. Par exemple, celle-ci, là, on est à l'Université catholique de Louvain. Donc, vous voyez ici, dans la deuxième partie du questionnaire, où là où vous avez A, B, C, D, E, vous avez Q1, Q2, donc question 1, question 2, question 3, etc. Et à vous de cocher la lettre qui contient la bonne proposition. Donc, vous ne devez pas répondre sur le questionnaire, mais reporter vos réponses dans une grille de lecture optique. Évidemment, la question ne se pose pas si vous êtes en ligne, et c'est sans doute ce qui vous attend ici à la session de janvier, puisque là, vous devez simplement cliquer sur la bonne réponse ou, dans un menu déroulant, choisir la bonne réponse. Alors,
Très important aussi pour ces questionnaires à multiples variantes, c'est ce qu'on appelle le barème de cotation, à savoir comment va être cotée, notée la question et surtout la réponse que vous avez choisie pour cette question. Alors, la cotation peut être à point négatif, hein, c'est-à-dire que si vous répondez correctement à la réponse, vous avez 1 point, mais si vous ne répondez pas, vous avez 0 point, et si vous répondez à côté, eh bien, vous avez moins 0,5, moins 0,25, moins 1 point parfois. Ce barème de cotation doit vous être spécifié dans les modalités d'évaluation, voire sur le questionnaire lui-même le jour de l'examen. Ça, c'est pour les QCM et les vrais ou faux. Pour les questions à réponse multiple, la cotation peut se faire par tout ou rien, c'est-à-dire s'il y a 2 réponses correctes, par exemple, bien, si vous n'en trouvez qu'une des 2, eh bien, vous n'aurez pas la note, vous n'aurez pas la note maximale pour cette question. Et on peut aussi avoir, ou alors, une pondération en fonction du nombre de réponses. Il y a 1 point si vous avez choisi les 2 bonnes propositions. Si vous n'en avez qu'une des 2, ben vous avez 0,5. Alors, je lis la question de Ferdi. Pour certains tests formatifs que nous avons eus ici en novembre, nous ne pouvions pas revenir en arrière sur les questions précédentes, ce qui complique vachement la tâche. Effectivement, j'allais le noter, surtout dans les modalités plutôt des examens à distance. Effectivement, il faut pouvoir s'assurer que vous pouvez revenir en arrière, et si ce n'est pas le cas, ben, agir en conséquence, c'est-à-dire choisir directement votre réponse définitive. Alors, pourquoi est-ce que certains professeurs n'autorisent pas le retour en arrière? Eh bien, pour éviter la triche, hein, bien entendu. Donc, ce n'est pas fait spécialement de gaieté de cœur, mais c'est pour éviter la triche et la communication entre étudiants pendant l'examen, bien entendu. C'est pour ça aussi qu'il y a des QCM en ligne, surtout avec un minuteur pour chaque question, d'accord? Et un ordre aléatoire de diffusion des questions. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Ferdi. Alors, pour toujours les spécificités de ce QCM et assimilé, hein, alors chaque type d'examen écrit implique une étude et des réponses spécifiques. Alors, ces questionnaires à variantes multiples, on dit souvent qu'elles sont associées à un apprentissage par cœur du cours, mais ce n'est pourtant pas toujours le cas, puisque ça permet aussi de justement voir si vous avez une compréhension fine, si vous avez bien tout compris et si tout est clair. Bref, en fonction des objectifs d'examination poursuivis par votre enseignant, hein, et qui sont rappelés dans les modalités de l'examen, il s'agit d'orienter vos apprentissages pour être capable soit de restituer, et là c'est clair qu'on est dans une mémorisation du cours, de comprendre, hein, c'est-à-dire de vous savoir capable de reformuler, de faire des liens entre les notions, de réexpliquer ces notions, ces concepts, d'appliquer, c'est-à-dire d'avoir compris les savoirs et de réussir, de parvenir à mettre en œuvre les connaissances dans différents exercices, d'analyser aussi, c'est-à-dire de sélectionner et d'utiliser les connaissances pertinentes pour répondre à une problématique donnée, et enfin d'évaluer ou critiquer, même si c'est très peu courant dans les questionnaires à choix multiples, c'est-à-dire d'exposer votre avis. Voilà, puisque là, les avis du coup sont imposés puisqu'on vous propose la réponse. Alors, du côté de vos enseignants, sachez que les questions des QCM et assimilées, hein, sont souvent choisies parmi les erreurs habituellement commises par les étudiants. Donc, au moment où vous recevez le cours, soyez très attentifs aux endroits où votre prof vous dit « Ah, là, c'est important, là, il y a souvent des erreurs, là, c'est souvent mal compris ». Ce sont souvent des indices qui vous permettent de voir ce qui va pouvoir devenir une question dans le cadre d'un QCM, par exemple. Voilà. Alors, je poursuis avec ces QCM et assimilés, hein. Souvent, on dit que QCM est le nom générique, hein, pour tous ces types de questionnaires.
Le plus important, bien entendu, c'est de porter une attention particulière à la formulation des questions et des réponses. On vous donne la question, on vous donne la réponse. Inutile de dire que la formulation va être très importante, qu'il va y avoir des subtilités, tant dans la formulation de la question que dans la formulation des réponses, pour, si pas vous induire en erreur, en tout cas, multiplier les doutes en vous. D'accord? Soyez donc attentif à chaque mot de la formulation de la question et des réponses. Chaque mot compte. Attention aux doubles négations, par exemple, ou aux négations simples, puisque les doubles négations, il y a des consignes qui sont données à vos enseignants pour justement les éviter. Soyez attentif aux subtilités de langage, aux adverbes et aux mots de manière plus générale qui orientent et modalise le propos, c'est-à-dire qui nuance le propos, avec des termes comme toujours, comme jamais, comme chacun, comme aucun, qui vraiment comment dire, qui vraiment font en sorte qu'on ne considère qu'une très petite partie ou en tout cas ou au contraire une grande partie, des intervenants ou des objets ciblés ou que sais-je d'autre, d'accord? Mais aussi des adverbes comme seulement, certainement, qui est une modalisation logique, c'est-à-dire qui donne une valeur de vérité aux propos. Des adverbes aussi comme nécessairement, là, c'est une modalisation pragmatique qui donne une valeur d'obligation aux propos, etc. Soyez absolument attentifs à tous les mots et lisez toute la phrase. D'accord? Lisez toute la phrase parce que quelquefois, en lisant le début, vous vous dites: «Ah oui, c'est ça» et puis finalement, la fin de la phrase retourne le propos et peut modifier complètement la réponse aussi. Alors, vous voyez ici dans les exemples que je vous propose, laquelle de ces propositions n'est pas vraie? Donc, qu'est-ce qui est faux? N'allez pas cocher ce qui est correct du coup. OK? En plus, ici, le professeur a mis en italique. Ce sont tous des exemples authentiques que je vous propose ici, mais on a cette négation qui retourne le propos. Deuxième exemple, on voit que dans les propositions, au niveau auditif, ça s'entend de la même façon, les réponses. Donc, la subtilité est dans l'écriture, dans la graphie. Il faut être attentif. Là, évidemment, c'est un examen de grammaire française, donc ça s'entend, enfin, c'est normal que la subtilité soit là. Dernière question, selon Rousseau, la véritable liberté est l'obéissance à la loi. Vous voyez que les réponses sont relativement identiques, il y a juste un terme qui change. La subtilité est donc là. Soyez donc à chaque fois très attentifs à la formulation de ces questions et à la formulation des réponses proposées dans les QCM. Je continue encore avec quelques conseils. Relisez plusieurs fois l'énoncé avant de regarder les réponses pour être sûr de bien l'avoir compris, cet énoncé, et de ne pas être influencé par les réponses dans la compréhension de l'énoncé. Lisez l'entièreté des phrases de l'énoncé et des réponses. Et pourquoi est-ce que je répète ça ici? Parce qu'en fait, tout l'énoncé doit être correct et toute la proposition de réponse, pardon, doit être correcte. Si la réponse n'est correcte que partiellement, ce n'est pas correct. D'accord? Donc, soyez attentifs à tout ça. Ne cédez pas à l'impulsivité, c'est-à-dire que je vous recommande de ne pas aller trop vite, peut-être même et surtout si vous avez déjà réalisé les questionnaires des années précédentes, il se peut que la question vous semble relativement identique, mais qu'en fait, le professeur a modifié l'un ou l'autre terme qui, du coup, modifie peut-être la réponse à cette question. Activez votre mémoire à long terme, c'est-à-dire que si vous êtes en doute par rapport aux propositions de réponse, revenez à ce que vous savez, d'accord, pour essayer de voir ce qui s'y rapporte le mieux. Et pour les QCM, c'est-à-dire quand il n'y a qu'une seule réponse possible, procédez par élimination. S'il y a 3 réponses et qu'il y en a 2 qui vous paraissent complètement fausses, c'est que c'est la dernière nécessairement qui est correcte. Enfin, dernier conseil, mais
non des moindres, prenez le temps de vous relire avant de remettre votre QCM ou dans le cadre d'un QCM en ligne, avant de valider et de confirmer l'envoi de votre questionnaire. Alors, je dis dernier conseil, mais en fait, il y en a encore, pardon. N'hésitez pas à utiliser la feuille de questionnaire comme brouillon, surtout si elle n'est pas récupérée ou si vous avez une grille de lecture optique pour répondre. Prenez le soin d'évaluer rapidement le temps dont vous disposez pour répondre à chaque question. Et surtout, faites en sorte de respecter ce temps qui vous est attribué, surtout dans le cadre d'un QCM en ligne, où là, souvent, le questionnaire va se fermer au moment où le temps imparti est terminé. D'accord ? Pour les questionnaires en ligne, vous avez souvent un minuteur d'ailleurs sur la droite ou sur la gauche du questionnaire qui peut vous aider à vous repérer dans ce temps qui passe. Dans le cas d'un QCM ou autre, avec report des réponses sur une grille de lecture optique, soyez très, très, très attentifs lors du report. D'accord ? Ne faites pas d'erreur, ne passez pas une ligne, etc. Et si vous deviez apporter des corrections sur cette grille de lecture optique, eh bien, soyez bien certain d'avoir compris la façon dont il fallait biffer une réponse erronée et la manière de la corriger. Est-ce qu'il faut recocher? Est-ce qu'il faut tout mettre en noir? Ça, vos professeurs vous expliqueront, bien entendu. Alors, et on en parlait tantôt, dans le cas d'un questionnaire en ligne, assurez-vous que vous pouvez revenir en arrière et si ce n'est pas le cas, agissez en fonction, bien entendu, c'est-à-dire soyez sûr et assuré de votre réponse avant de passer à la suivante. Voilà. Vu que nous avons terminé avec ces questionnaires à multiples variantes, je passe aux questions ouvertes. Alors, les questions ouvertes, comme leur nom l'indique bien, il s'agit de questions pour lesquelles on ne vous propose pas de réponse. Il s'agit donc pour vous de proposer une réponse personnelle et pertinente, c'est mieux évidemment toujours, à la question qui vous est posée. Alors, ces questions ouvertes peuvent concerner des points de théorie ou elles permettent aussi de mettre en pratique la théorie. Par exemple, ici, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une question ouverte sur un point de théorie. Question 3, définissez la notion de bâtiment adapté au climat, illustré par un graphique de température sur une année. C'est un examen d'architecture. Il faut que vous définissiez une notion que vous avez vue au cours en particulier. Ici, par contre, c'est de la mise en application. On est toujours en architecture. Dessiner puis mesurer la décomposition des efforts dans ce système en sachant que, etc., etc. Et on vous donne les informations techniques que vous devez mettre en œuvre. Il faut que vous calculiez quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, le cadre où vous devez apporter votre réponse est assez restreint, mais vous devez faire un calcul quelconque. Enfin, je ne sais pas lequel, bien entendu, mais vous devez résoudre un problème pour répondre à la question. C'est aussi ces questions ouvertes d'application, tout ce que vous avez dans les examens de langue, où on va vous demander de traduire, de répondre à des questions sur un texte en langue étrangère, etc. D'accord? Donc ici, vous avez traduisez les phrases suivantes en anglais. C'est un examen d'anglais, donc, mais à destination de futurs assistants en pharmacie. Donc, c'est avec évidemment des termes techniques qui relèvent de ce domaine d'études, bien entendu. Alors, ces questions ouvertes, elles peuvent impliquer des réponses parfois très courtes, mais aussi, et peut-être plus souvent, des réponses longues, voire très longues. Ici, vous avez un exemple de question ouverte avec réponse très courte, puisqu'à chaque fois, il faut mettre un mot, indiquer le terme qui convient et compléter le tableau. À chaque fois, on vous demande un mot
précis. Donc la réponse à la question ouverte, c'est un mot. Ici, par contre, les réponses attendues sont beaucoup plus longues puisque, et c'est notifié dans la consigne, on attend 1 page et demie par réponse et on vous demande en plus de répondre à 2 des 3 questions. Donc en tout, il faudra que vous remplissiez 3 pages pour essayer d'obtenir les 10 points accordés à ces questions ouvertes. Voilà, généralement, on vous demande rarement plus que 3 pages pour une question ouverte, hein. Alors, quelque chose qui est très important, lorsque vous devez répondre à des questions ouvertes, c'est de relever les différentes étapes comprises dans la question. Alors, on le voit ici, ci-dessous. Là, les étapes vous sont données très explicitement. Alors, c'est un examen, d'introduction aux langues romanes. Alors, on donne un extrait et puis on pose différentes questions concernant cet extrait et vous répondez dans l'ordre, peut-être même en respectant cet ordre A, B, C, D. A, déterminer les rapports généalogiques entre ces 3 copies. B, indiquer le manuscrit le plus proche de l'original. C, proposer l'édition critique de ce texte. Vous avez donc une réponse en 3 étapes, hein, pour reprendre ce terme un peu générique que j'ai choisi. Vous avez une réponse en 3 étapes à cette question. N'oubliez bien entendu aucune de ces étapes, la réponse à la question ne serait autrement pas complète, bien entendu. Là, c'est un examen en ligne, hein, une question ouverte proposée en ligne. Les mêmes informations sont données. Ici, on voit dans le petit cadre gris à gauche que c'est noté sur 5. Alors, ces étapes attendues dans la réponse ne peuvent pas avoir été notifiées explicitement, c'est-à-dire que parfois c'est à vous de déterminer ces différentes étapes. Ici, c'est un examen de droit. Pourquoi peut-on considérer les normes d'origine privée en droit privé comme des sources du droit? Quels sont les principes généraux qui président à leur constitution? On voit, il y a 2 questions, il y aura donc une réponse en 2 étapes aussi. La question suivante, qu'est-ce que la primauté du droit international, européen ou non, sur le droit national? Quelle est son utilité? Pourquoi la Belgique a-t-elle opté pour le système actuellement en vigueur? 3 questions, 3 réponses. D'accord? Peut-être que vous allez pouvoir mêler ces 3 réponses, mais en tout cas, il faut que l'on retrouve les 3 réponses à ces 3 questions. Attention, ici, on a 3 phrases et 3 questions. Quelquefois, il y a 2 questions dans une même phrase, hein. Je n'ai pas trouvé d'exemple, mais c'est tout à fait possible. Soyez donc très attentifs. Voilà, une fois que vous avez cerné ces différentes étapes, eh bien, il vous reste à être particulièrement attentif à la question qui vous est posée et notamment au verbe de cette question, puisque, bien entendu, ce verbe va supposer une réponse particulière, un type de réponse en tout cas particulier. Expliquer n'est pas commenter, définir n'est pas comparer, etc. Et donc, je vous propose ici une petite présentation et définition des différents verbes possibles, que l'on retrouve possiblement dans les questions d'examen, pour que vous sachiez bien ce que l'on attend après ce genre de verbe, hein. Alors, je les ai classés par ordre alphabétique, hein, donc il n'y a pas d'autres significations à la présentation de ces verbes, à l'ordre de ces verbes. Je commence par le verbe analyser, c'est-à-dire donner le pour et le contre de la question, mentionner les limites et les avantages de chaque facteur, donner son opinion ou l'opinion d'experts du domaine, trouver les idées principales et montrer
comment elles s'articulent. Je vous ai mis aussi la définition plus précise de Bloom. Bref, il s'agit finalement de discerner les parties d'un ensemble et d'expliquer les rapports que ces parties entretiennent les unes avec les autres. C'est ça, analyser. Synonyme, discuter, évaluer. Alors, deuxième verbe, le verbe caractériser. Alors, comme son nom l'indique bien, il s'agit de donner les caractéristiques d'un objet, mais pas les caractéristiques pour le plaisir, vraiment les caractéristiques qui vont distinguer cet objet par rapport à un autre, hein, qui indiquent, qui font caractéristiques qui sont essentielles à l'existence de cet objet. Enfin, objet, c'est évidemment au sens générique, hein, ça peut être notion, concept, etc., qui lui sont, enfin, ces caractéristiques qui lui sont véritablement spécifiques. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que je précise quelque chose par rapport à ces verbes, hein. Troisième verbe, le verbe commenter. Il s'agit de faire des remarques, des observations, d'interpréter, critiquer parfois, hein, surtout dans le cadre, enfin, ça va être le cas ici de l'exemple d'un poème par exemple, dévoiler les multiples sens possibles d'une question. Voyez ici dans l'exemple, identifier, situer et commenter brièvement ce poème, c'est-à-dire rendez compte des observations que vous avez pu faire sur ce poème qui vont permettre de mieux comprendre ce poème et de montrer en quoi il est spécifique par rapport à quelque chose que vous aurez déterminé. D'accord? Comparer, voilà, c'est un mot qu'on utilise souvent, hein. Il s'agit de trouver les ressemblances et les différences entre deux ou plusieurs choses, entre deux ou plusieurs concepts, de mettre en évidence les points similaires et les différences. Alors, attention, il ne faut surtout pas décrire une chose puis l'autre, mais bien faire directement les liens entre les deux. Voyez l'exemple ci-dessous, hein, c'est un examen de grammaire française. Donc, à la question, oui, donc c'est la notion de bon usage et on montre qu'un linguiste a dit que la position d'André Gauss était progressiste. Cette position progressiste de Gauss fut-elle celle de tous les grammairiens français? Vous argumenterez votre point de vue en deux temps, en établissant une comparaison. Alors, là, pour le dire très simplement, il s'agit de montrer que certains grammairiens comme Gauss sont effectivement progressistes, mais que d'autres sont plus conservateurs. De cibler les points de progressisme, de cibler les points de conservatisme et de les mettre en corrélation, de les comparer l'un avec l'autre. D'accord? Donc, ne dites pas Gauss et les progressistes font comme ceci, et de tout dire, et puis de dire et les conservateurs font plutôt comme cela. Non, mettez bien en perspective chacun des points de la comparaison. Alors, verbe suivant, c'est critiquer, il est souvent utilisé aussi. Il s'agit d'examiner un texte, une théorie pour en faire ressortir les qualités et les défauts. Et évidemment, il ne s'agit pas de produire un jugement subjectif, émotif, mais de bien vous appuyer sur des connaissances acquises, sur des faits, sur une logique articulée. D'accord? Ne donnez pas votre critique pour le plaisir. Justifiez tout cela, bien entendu, avec quelque chose de logique, de cohérent, qui montre bien que vous avez assimilé la matière. Verbe suivant, décrire, c'est-à-dire énumérer les caractères de quelque chose, esquisser ou relater des événements dans un ordre logique, chronologique ou sous forme de récit, selon votre branche d'études, c'est-à-dire de faire le tour du sujet, pour le dire très simplement. Examen de littérature, dans le Grand Maulne, le personnage d'Augustin assiste à une fête étrange, décrivez brièvement cette scène et expliquez, etc. Donc, décrivez cette scène, c'est-à-dire
c'est-à-dire montrer les particularités de cette scène, énumérer ces différentes particularités et, dans un second temps, expliquer quel est le sens symbolique caché derrière la description de chacun des points que vous avez faits. Un mot ultra courant, bien entendu, c'est le verbe définir. Définir, c'est, comme on le ferait dans un dictionnaire, c'est donner la signification, le sens précis d'une notion ou d'un mot et éventuellement, si on vous le demande, d'ajouter un exemple. Examen de philosophie, dans l'exemple qui suit, hein. Les disciples d'Aristote ont réparti la philosophie en 4 matières. Nommez-les et définissez brièvement ces 4 matières. On attend donc 4 définitions à la suite de cette question. Énumérer, c'est faire une liste de noms, de faits, de caractéristiques les uns à la suite des autres, le plus souvent en les numérotant, c'est-à-dire en mettant des puces ou numéros, hein, pour le dire dans des termes que vous connaissez avec les traitements de texte sur ordinateur. Alors, expliquer, c'est énoncer, interpréter clairement les faits relatifs à un incident, à un énoncé interpellant, montrer logiquement comment un concept ou une notion s'est développé et on répond à ce genre de questions grâce à des petits mots interrogatifs comme qui, quoi, comment, pourquoi. Illustrer, ensuite, illustrer, c'est clarifier en donnant un exemple, hein, en faisant un dessin, un graphique. Il est également possible de dire « c'est comme ». Ça permet d'illustrer ce petit introducteur « c'est comme ». Tantôt, on a vu dans la question d'architecture, illustrer la théorie à l'aide d'un graphique, d'accord? Eh bien, c'est ce verbe illustrer-là que je vous présente ici. Un verbe fort important aussi, justifier, hein, qui va de pair avec le verbe argumenter, c'est prouver à l'aide d'arguments, démontrer par un raisonnement logique qu'une idée est fondée. Exemple ici que vous avez juste en dessous, examen de grammaire française toujours. Donc vous avez un exemple, le troisième des énoncés proposés ci-dessus a la particularité de présenter un pronom personnel et l'idée devant un verbe commençant par une consonne. Cet énoncé vous semble-t-il correct? Ce type d'élision est-il fautif en français? Vous justifierez votre réponse en 2 temps en adoptant le point de vue de Vaugelas d'abord, d'André Gauss ensuite. Comment Vaugelas aurait-il argumenté pour répondre à cette question? Pour lui, l'énoncé est fautif, Comment aurait-il justifié la faute? Pour André Gauss, l'énoncé n'est pas fautif. Comment aurait-il justifié son point de vue? Voilà ce qu'on attend de vous à cette question. Verbe suivant, le verbe résumer, hein, sont les derniers. Tracer les grandes lignes sans donner les détails. Bon, ce n'est pas nécessairement faire un plan, mais c'est vraiment dresser les lignes essentielles, le fil rouge de la notion, du concept, du principe qu'on vous demande. Synthétiser, c'est construire un ensemble structuré, cohérent et personnel à partir de différents éléments de connaissance du domaine étudié. Vous avez cette connaissance-là qui vient de telle personne, par exemple, cette connaissance-là qui vient d'un autre chercheur, cette connaissance-là qui vient encore d'un autre endroit. À vous de faire la synthèse, c'est-à-dire de trouver une cohérence à ces 3 sources, de la mettre en évidence et de trouver ce qui va donner sens à tout ça. Voilà. Alors, éventuellement, pour certaines questions, il s'agit, et surtout si c'est demandé, de bien faire le lien à chaque fois entre théorie et pratique. Voilà.
Alors, le temps tourne, il nous reste un quart d'heure. Je continue avec, comme je l'ai fait tantôt pour les QCM et assimilés, quelques conseils pour vos réponses à ces différentes questions ouvertes. Alors, on n'est pas toujours dans les réponses, hein, on est parfois encore dans l'énoncé. Premier conseil, c'est justement de relire plusieurs fois cet énoncé en identifiant chaque élément demandé, les étapes dont je vous ai parlé tantôt. Vous éviterez ainsi d'omettre une partie de la réponse par distraction, le plus souvent, d'accord? Donc, n'hésitez pas à fluoter la question, de bien voir, pour bien mettre en évidence tout ce qu'on attend de vous comme réponse à cette question. Ce sera vraiment une façon pour vous de ne pas perdre bêtement des points. Bien, en parlant de points, justement, repérez bien le nombre de points attribués à chaque question. C'est normalement à chaque fois spécifié par votre professeur. Vous avez vu que dans tous les exemples que je vous ai proposés, c'était en tout cas à chaque fois indiqué. Et agissez en fonction. Évidemment, passez moins de temps sur une question qui ne vaut, entre guillemets, que un point, plutôt que sur une question qui vaut 10 points. Il faut que vous passiez plus de temps, surtout si vous avez des difficultés à y répondre, sur une question qui vaut 10 points, bien entendu. Si vous décidez de passer des questions et de ne pas y répondre, il est préférable de passer une question à 1 point que de passer une question à 10 points, bien entendu. Bref, soyez bien attentifs à la répartition de points. Dans le cas d'une réponse longue, veillez toujours à bien structurer votre propos. Quelquefois, la structure vous est imposée soit par le verbe, par exemple si c'est une comparaison, soit par une recommandation que vous fait le professeur. Si ce n'est pas le cas, vous devez créer cette structure. Vous devez donner du sens à l'ordre dans lequel vous présentez votre réponse. D'accord? Vous pouvez aussi préciser la structure que votre professeur vous impose, d'accord? Pour lui donner encore plus de clarté, encore plus de cohérence. C'est toujours apprécié, ça de la part des professeurs, bien entendu. Conseil suivant, dressez le plan de votre réponse sur une feuille de brouillon. Alors, inutile sur votre feuille de brouillon de compléter entièrement la réponse à la question et d'y aller déjà de manière complète, mais mettez au moins les points et tout les grandes lignes qui vont vous permettre de répondre à la question. Ça vous permettra, bien entendu, de ne rien oublier au moment où vous recopiez au propre. Enfin, surtout si vous êtes en version en présentiel, veillez à la lisibilité de votre réponse. Faites en sorte que votre écriture manuscrite soit lisible. Et si ce n'est pas le cas, faites un effort évident. Un professeur qui ne parvient pas à lire, ça ne l'encourage pas à apprécier la valeur de votre réponse, pour le dire très simplement. Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un exercice de rédaction écrite. Soyez donc attentifs et vigilants quant à la cohérence et à la cohésion de votre propos. Soyez attentifs à l'orthographe. Essayez d'éviter au maximum les fautes d'orthographe. Surtout si vous êtes dans un cursus où la maîtrise de la langue française est importante. Veillez aussi à avoir une syntaxe correcte et complexe. On évite les phrases trop brèves, trop courtes. On veille aussi à mettre des connecteurs logiques. On veille aussi à avoir un niveau de langue soutenu. D'accord? Pour bien montrer que vous avez acquis les codes de l'enseignement supérieur en ce qui concerne la maîtrise de la langue. Voilà.
Tout dernier conseil, les 3 derniers, tenez bien compte du cadre de réponse limité et ou imposé. Évidemment, dans le cadre d'un examen en ligne, c'est plus facile, vous n'avez pas plus que ce que le professeur ne vous a autorisé. Si dans un examen en distanciel, on vous dit vous répondez dans ce cas, n'allez pas répondre au verso de la feuille, ce ne sera pas lu. D'accord ? Relisez-vous, bien entendu, ça permet parfois d'éviter certaines dernières erreurs et validez, remettez votre examen en temps utile, c'est-à-dire avant la fin de l'examen. Voilà, j'en ai fini avec ce jour J et ces différents types de questionnaires et tout ce qu'ils impliquent. J'en arrive alors, et très brièvement, à l'après-examen, c'est-à-dire en sortant de l'auditoire, en sortant de votre examen en ligne, lorsque vous êtes rentré chez vous. Bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que ce qui est fait ne peut être défait, hein, et ça ne sert donc à rien, c'est même inutile de vous tourmenter indéfiniment sur ce que vous auriez dû faire, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous n'avez pas fait. Au contraire, hein, c'est trop tard. On saura de toute façon plus revenir là-dessus. Donc, il faut de toute façon que vous assumez ce que vous avez rendu à votre professeur. Alors, sauf exception, dans le même état d'esprit, n'envoyez pas de mail à votre professeur pour dire « Ah, à propos, pour cette question, j'aurais plutôt voulu répondre ceci, cela ». Bon, sauf exception, évidemment, et j'ai eu le cas l'année dernière en session de juin, si vous validez votre examen en ligne et qu'après vous vous rendez compte que vous avez rendu un examen vide, là évidemment contactez votre professeur pour lui dire « je ne sais pas ce qui s'est passé, problème technique, mais j'ai réalisé mon examen, le voici », bien entendu. Alors, dès la publication des résultats, prenez connaissance du moment et des modalités de la consultation des copies, hein, puisque vous avez le droit de consulter votre copie d'examen, mais qu'il faut le plus souvent prendre rendez-vous pour ce faire. Lors de la consultation des copies, posez les questions qui vous permettront de comprendre vos erreurs, surtout si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez échoué et d'éclairer les points de matière obscurs. N'hésitez pas à demander des conseils à votre enseignant, bien entendu. N'hésitez pas à lui demander des pistes de remédiation, bien entendu. N'oubliez pas, bien entendu, de vous inscrire à la session de rattrapage et informez-vous des éventuelles nouvelles modalités de l'examen. Surtout s'il y a eu des examens partiels pendant l'année. Souvent, en deuxième session, ces examens partiels sont annulés et vous n'avez plus que l'examen de rattrapage qui constituera la note totale de l'examen. Éventuellement, réaliser les exercices formatifs supplémentaires que vous aura proposé votre professeur, le cas échéant. Vous pouvez peut-être aussi lui demander des exercices formatifs supplémentaires si en tout cas la matière, le cours le permet. Voilà. Dernière partie de mon exposé, rapidement, hein, parce que comme je l'ai dit tantôt, tout ce que j'ai dit ici de manière générale, avec parfois déjà quelques précisions pour les examens en ligne, eh bien s'applique aussi aux examens à distance. Pour le dire très concrètement, un examen à distance ne diffère pas complètement d'un examen en présentiel. C'est le support qui change, à savoir qu'au lieu d'être face à votre professeur dans un auditoire avec tous vos camarades de classe, bien, vous êtes face à votre ordinateur chez vous ou dans un lieu d'études adapté. Alors, ces examens à distance, en amont, le mot-clé, c'est le terme vérification. Vérifier que vous êtes installé confortablement dans un environnement calme, c'est encore
plus important pour les examens à distance où il faut vraiment que vous soyez encore plus attentif. Alors, très important, vérifiez que votre ordinateur est à jour. Le jour de l'examen, que vous allumez votre examen, s'il y a une mise à jour qui doit se faire et que vous perdez 10 minutes, ce serait vraiment c'est vraiment pas le moment, bien entendu. Vérifiez, bien entendu, que vous disposez d'une connexion Internet optimale, absolument optimale, que vous disposez aussi de tous les programmes, applications, matériels nécessaires au bon déroulement de l'examen. Alors, vérifiez votre accès à la plateforme virtuelle, qu'il s'agisse de Moodle, de Gradoscope, etc., d'unités virtuelles où se déroulera l'examen écrit. Soyez attentifs aussi que certains professeurs choisissent ou certaines institutions ont une plateforme virtuelle exclusivement pour les examens. Donc, ne vous trompez pas. Je donne cours à l'université de Mons, on a le Moodle pour toute l'année, on a le Moodle examen pour la période d'examination. J'ai eu des étudiants qui ne se sont pas présentés sur le bon Moodle. C'est très embêtant parce que l'examen n'est pas publié sur l'autre plateforme, bien entendu. Vérifiez au préalable que votre enseignant n'a pas posté sur cette plateforme virtuelle des consignes générales dont il faut prendre connaissance avant l'examen. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des documents carquants comme ça à compléter le jour de l'examen qu'il faudrait télécharger au préalable? Bref, ne découvrez pas tout ça le jour de l'examen, bien entendu. C'est ça le plus important avec les examens à distance. Et le jour J, connectez-vous sans retard à la plateforme virtuelle où se déroule l'examen. Quelques minutes avant, c'est bien. Souvent, il y a un décompteur qui ouvre l'examen au moment où, enfin, si on lance l'examen à 10h30, ça va être à 10h30 pile que va s'ouvrir l'examen. Ne vous connectez pas en retard. Vous risquez de vous donner un stress inutile. Alors, utilisez les moyens de communication recommandés par l'enseignant pour lui poser d'éventuelles questions, soit par le chat de la plateforme virtuelle, soit via Teams, via Skype, via Zoom, par mail. J'ai mis etc., mais je ne vois pas spécialement beaucoup d'autres moyens que ceux que je vous ai proposés. Mais limitez-vous aux moyens de communication recommandés par votre professeur. Il ne peut pas être partout à la fois, bien entendu. Alors, là, sont des conseils qui visent évidemment à ce que vous évitiez les tentations, hein. Essayez de ne pas aller glaner les réponses chez les autres étudiants parce que le risque, c'est tout simplement que vous perdiez un temps précieux, d'accord? À essayer de tricher, pour le dire très concrètement, vous perdez du temps et en théorie, si vous avez bien étudié, vous avez tous les moyens pour répondre valablement aux questions, hein. Dans le même ordre d'idée, ne multipliez pas les vérifications parallèles sur Internet ou dans votre cours. Vous perdez du temps. Si vous êtes prêt, vous devez pouvoir répondre. D'accord? Ne cédez pas à la tentation du copier-coller. Tous les professeurs vont passer vos examens au crible d'applications anti-plagiat, donc vous serez repéré d'emblée et ça coûte très cher le plagiat, sachez-le. Et enfin, tout dernier conseil, clôturez votre examen dans le temps imparti, surtout s'il y a un minuteur et que l'examen s'arrête lorsque le chrono se termine. Merci à toutes et tous, bonne fin de journée et bon week-end et bon courage pour vos examens qui approchent.